Nous avons proposé de conclure ce webinaire à Bruno Itier, qui est connecté, et que je me permets de présenter en quelques mots, puisqu'il lui revient de formuler l'intervention conclusive, réflexion sur la transversalité et son rôle dans l'accompagnement scientifique des conseillers pour les musées. Donc Bruno, pour ceux qui n'auraient pas encore la chance de te connaître, tu es donc conservateur en chef du patrimoine, aujourd'hui en poste comme conseiller pour les musées à la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes et sur le site de Clermont-Ferrand qui t'est très cher. Et donc ça, c'est depuis 2023. Tu es anthropologue de formation et après avoir mené des études dans le domaine rural, on peut dire que c'est un sujet de grande actualité, eh bien, tu as investi le champ muséal et notamment tu as dirigé 3 établissements. Donc, je me permets de les énumérer. Tout d'abord, le musée des manufactures de dentelle à Retournac, où tu as libellé le projet scientifique et culturel, mais aussi engagé les études et leur suivi pour la réalisation de ce beau musée. Tu es aussi responsable de la nouvelle cité de la tapisserie à Aubusson, qui a été saluée comme une grande réussite de manière unanime. On parle là de la Creuse. Et donc, tu t'es aussi engagé dans la coécriture d'un 3e projet scientifique et culturel. La dernière fois, c'était donc pour le musée d'Échelette à Roanne. Donc, Bruno, tu faisais partie de notre groupe de travail. Tu étais également intervenu alors que tu dirigeais encore le musée d'Échelette. Et donc, nous avons souhaité te donner la parole pour voilà, à la fois synthétiser les différents propos, mais aussi apporter, bien sûr, ton regard qui nous intéresse. Merci beaucoup, Bruno. Merci à toi, Estelle, et merci Anne-Bénédicte et toute l'équipe d'organisation de m'avoir convié à ce propos conclusif. Propos conclusif, c'est mieux que conclusion qui, de toute façon, serait quelque chose de très provisoire. Et le passage en pleine lumière aujourd'hui de ce groupe de travail qui fut très discret à son origine illustre bien à quel point nos problématiques d'aujourd'hui sont montantes et participent à des questionnements qui traversent le monde des musées aujourd'hui. Alors, cette intervention, je ne la fais pas au titre de l'association professionnelle des conseillers musées qui nous unit tous, hein, même si j'ai échangé avec 7 de mes collègues en exercice et 2 honoraires. Alors du coup, pourquoi me confier ce propos conclusif? Tu as rappelé cette énumération d'établissements. Je reviens pas dessus. En fait, là, je suis en train de refaire en live le texte que j'avais écrit parce que j'ai vu le retard pris et je me dis que je vais pas infliger aux collègues à cette heure-ci quelque chose de trop long. Alors, je reviens pas sur le détail de ce qu'on a pu faire dans les différents établissements que tu as cités. Peut-être passer, je vais passer directement à ce qui s'est passé à Roanne à la fin de ma mission d'écriture du PSC, où travaillais alors avec, comme conseillère musée, ma prédécesseur, Brigitte Liabeuf, et Brigitte, depuis Clermont-Ferrand et avec sa collègue en Hauts-de-France, Sylvie Grange, ont organisé des journées croisées entre nos 2 régions, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, et qui ont constitué une magnifique et une remarquable occasion d'échanger entre collègues des 2 régions autour de nos projets respectifs ayant en commun l'interrogation de ces cloisonnements traditionnels des collections. L'expérience forte et intense de ces 4 journées n'est pas neutre dans ma motivation à devenir d'ailleurs conseiller musée. Et donc, depuis 18 mois, dans la lignée de ma prédécesseur Brigitte, j'accompagne des collègues en établissement dans leur travail quotidien et plusieurs d'entre eux interrogent ces limites convenues
souhaitent faire des pas de côté, comme on l'a entendu ce matin, ouvrir de nouvelles perspectives. J'en cite rapidement quelques-uns parce que, en plus, les contextes d'émergence de ces projets sont très variables et intéressantes juste à citer. À Aurillac, on avait par exemple la rénovation dans les années 80 d'une vieille collection généraliste qui a débouché sur 2 musées. Et puis aujourd'hui, on a la contrainte d'une injonction politique fondée sur des économies de fonctionnement qui est de rassembler de nouveau les 2 collections en une seule structure. Et ce qui aurait pu être une expérience traumatisante a en fait été complètement retourné avec intelligence par les équipes qui ont décidé d'écrire un PSC qui mêle intimement ces collections autour de 4 thèmes transversaux et selon un projet futur de 4 plateaux semi-permanents. Actuellement, un de ces plateaux est en préfiguration depuis quelques jours et cela convoquant également un remarquable fonds de photographie contemporaine développé depuis les années 80 et intégrant une importante collection privée d'art contemporain dont le transfert à la ville est en cours. Je peux citer aussi plusieurs musées de Clermont-Ferrand dont les projets scientifiques et culturels s'inscrivent dans un plan musée et ces projets en cours d'écriture vont là aussi décloisonner des collections et on peut penser notamment à la collection de textiles extra-européens développée depuis plus de 20 ans par le musée Bargouin, qui va rejoindre sous peu le musée des Beaux-Arts, le musée d'art Roger Quillot, pour un futur parcours à la fois parallèle et réservant des croisements riches entre ces 2 départements. Et un espace laboratoire permet aujourd'hui de tester dans un cadre participatif les parties pris de ce nouveau projet. Et ce musée Bargouin, qui va se recentrer sur ses collections d'archéologie, prépare lui aussi une approche renouvelée et profite de l'ouverture d'une nouvelle salle présentant l'exceptionnel ensemble d'ex-voto gallo-romains pour l'ouvrir sur un coup de projecteur sur les pratiques de dévotion contemporaine à l'échelle planétaire. Donc là aussi, un musée d'archéologie qui s'ouvre à des choses particulièrement intéressantes. Alors on a vu tout à l'heure notre collègue de la collection d'armes du musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne. Il y a dans le cadre de ce musée un PSC validé il y a quelques années qui approche aussi un décloisonnement des collections, non pas en repensant l'intégralité de ce musée rénové il y a à peine 15 ans, mais en décloisonnant ces collections par 6 salles transversales qui vont revisiter les points communs qui relient à la fois les collections d'armes, les collections de rubans, les collections de cycles dans la même ville, mais cette fois côté métropole, le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, dans le cadre de son nouveau PSC, réinterroge aussi la place de son fonds ancien Beaux-Arts qui n'est plus visible depuis 1987, grâce à des expositions temporaires. Et dans ce contexte, l'exposition 2022 consacrée à Marc-Camille Chemovitz, auquel Anne a rendu hommage ce matin, reflète bien les interrogations de transversalité que les collègues stéphanois investissent aujourd'hui. Alors les exemples sont nombreux au-delà de ce périmètre clermontois et je tiens à citer en particulier la démarche du groupement des musées de Lyon qui, à travers la réunion du musée d'art contemporain et du musée des beaux-arts sous la direction commune de Sylvie Ramon, va réinterroger son PSC et l'a déjà préfiguré à travers la riche exposition 2023 Forme de la ruine et actuellement Connecter le monde, dont l'intervention de Salima Elal ce matin a montré comment cette réflexion se fonde dans la pensée précurseur et infiniment ouverte de Faucillon. Le rapprochement institutionnel des 2 musées, Beaux-Arts et Arts contemporains, ouvre la vision et la dynamique dans le cadre d'une future reprise d'un parcours permanent. Alors, nous avons entendu aujourd'hui nombre d'interventions. J'en avais cité plusieurs éléments, mais là aussi, le temps tournant, je vais repasser, puisqu'en plus, nous avons une captation complète. Alors, ces questions
celles de créer un musée monde à partir d'un musée local, elles sont profondes. Et les pratiques actuelles sont parfois disruptives. Elles nous interrogent, nous conseillers musées, dans nos pratiques. On voit arriver des commissaires philosophes. Est-ce que rapprocher deux objets crée un troisième objet? Est-ce que laisser parler les objets, les juxtaposer sans aucune hiérarchisation et parfois sans cartel ni texte est un parti pris qui peut être intéressant? Est-ce que construire une exposition autour de textes poétiques peut constituer une autre approche autour d'une collection? Ou est-ce que la mise en abîme, comme nous l'avons vu autour de l'écriture du cartel, peut être une démarche qui ouvre vers le participatif? Et nous avons vu à travers les exemples du MUSEM de Lille ou de Nancy cet après-midi comment ces questions étaient passionnantes. Il s'observe également des tendances aujourd'hui qui traversent les expositions temporaires, permanentes, vers moins de chronologique, plus de thématique. Mais là non plus, rien n'est absolu. Et ces interrogations sur la pertinence du CAIR au musée, j'ai assisté à une passionnante expérimentation de muséothérapie à Aubusson, mais peut-être 5 ans trop tôt. Et je remercie Susanna pour cette bienveillante et merveilleuse idée de sieste au musée. Donc, comme tous les conseillers musées, nous observons, nous accompagnons. Nous ne sommes pas là pour juger la pertinence du choix des collègues, mais nous sommes là pour exercer le contrôle scientifique et technique de l'État pour les musées détenteurs de l'appellation Musée de France. Et à ce titre, nous rappelons souvent certains fondamentaux des musées. Je citerai à nouveau Susanna, partir des collections pour revenir aux collections, a-t-elle dit il y a quelques instants. Ces fondamentaux, on peut les vivre comme des contraintes. Et plusieurs d'entre eux sont d'abord des obligations légales et on ne doit jamais le perdre de vue sans attendre certains rappels à l'ordre d'intervention de magistrats de la Cour des comptes, comme avec ma collègue de Lyon, nous avons pu l'avoir ces derniers mois dans 4 musées de nos périmètres. On doit, ces fondamentaux peuvent se révéler à l'usage, être possiblement des opportunités remarquables de faire connaître le travail de fond et présenter un point sur le récolement tous les ans à un organe délibérant. C'est une très belle occasion de faire comprendre ce que l'on fait dans un musée au-delà de l'accueil et de prendre rendez-vous avec les tutelles et de partager avec elles la descente en profondeur dans la redécouverte des fonds. Récoller, c'est aussi l'occasion de faire ressortir de l'ombre des collections qui se sont accumulées durant des décennies et réaliser des découvertes, remettre en questionnement des pans entiers de collections, les sortir de la réserve, comme dans l'accroche du titre de la thèse d'Anne. Le post-récollement et les programmes scientifiques portés par les musées ou en lien avec des institutions universitaires ou spécifiquement avec l'INHA offrent l'opportunité de croiser regards et approches autour d'un même objet ou ensemble d'objets. Ces recherches se partagent à travers des catalogues d'exposition, bien sûr, mais également les bases de données et les interrogations par mots-clés des internautes vont constituer parfois des paniers inattendus, totalement décloisonnés, mais c'est une autre histoire, même si elle est proche de notre thématique. Le travail sur les collections, c'est l'occasion aussi d'étudier l'histoire, souvent passionnante, de la constitution des collections. C'est l'enjeu de certaines très grandes collections, et on peut citer en Nouvelle-Aquitaine les 1,2 million d'objets du musée d'Aquitaine à Bordeaux ou l'impressionnant ensemble du musée Bonnat-Helleux de Bayonne. Et l'étude permet de retrouver les contextes de collecte, parfois des recherches associées à ces collectes, menées par les collectionneurs eux-mêmes, soit à titre individuel, soit regroupés en sociétés savantes, et de redécouvrir que le collectionnisme n'a souvent que faire de nos cloisonnements. Comme le disait ce matin Sylvain Amic, le cabinet de curiosité à l'éclectisme riche et fécond est l'ancêtre commun de bien de nos institutions. Et aujourd'hui, la question de la recherche des provenances, qui est de plus en plus prégnante, outre ses obligations tant morales que légales, aboutira parfois à des processus de restitution, mais elle aboutira toujours à une connaissance accrue et
fortement enrichissante. On pourrait dire ici qu'on ne décloisonne bien que ce que l'on ne connaît bien. On peut aussi revenir sur la question de l'acquisition pour diversifier sa collection. Alors évidemment, cela doit se fonder sur un PSC, sur un projet scientifique et culturel, et faut-il rappeler que cet outil est un socle fondamental. Il doit contenir forcément une interrogation sur les axes d'enrichissement de la collection. La question de l'entrée de l'art contemporain dans des musées non spécialisés dans ce domaine est un mouvement en hausse dans l'activité de tous les musées, de tous les domaines de musées aujourd'hui, et les conseillers musées, nous le mesurons à travers l'activité de nos commissions scientifiques régionales d'acquisition, et cela participe peut-être du sujet de ce jour. Alors je dis peut-être parce qu'il faut là aussi vérifier la pertinence de l'acte. S'agit-il de décloisonner un musée ou s'agit-il simplement d'encanailler un parcours permanent qu'on trouve un peu trop sage? N'est-ce pas là un faux décloisonnement? Au-delà du côté brutal de ma question, qui reste ouverte, je veux insister ici sur la nécessité de s'entourer de conseils et de ne pas aller seul sur un sujet que l'on ne maîtrise pas forcément. Ne pas hésiter à aller chercher le conseiller art visuel en DRAC, d'aller chercher les collègues au CNAP, d'aller les chercher au Musée national d'art moderne, dans des musées d'art contemporain, dans les FRAC. Et de même pour l'ouverture d'un musée de société, d'un musée d'archéologie. Cela vaut pour toute ouverture d'un musée spécialisé dans une collection plus ou moins refermée vers une autre spécialité. Sylvain Amic a cité cette formule que j'ai notée, mixité des collections commence par mixité des professionnels. Et puis, sur ce sujet des acquisitions, une petite question en passant. On entend souvent qu'un musée qui n'acquiert plus est un musée mort. Ah bon? À partir de collections publiques existantes, écrit Anne dans le titre de son sujet de thèse. Je me répète, mais connaître ces collections et les documenter, c'est beaucoup de vie dans un musée. Et c'est une énorme matière pour fonder une politique culturelle, mobiliser des moyens de communication et apporter des voix VOIES et des voix VOIX différentes. Alors au sujet de ces voix VOIX, ces questions de transversalité sont-elles l'occasion de connecter de nouveaux publics, ouvrir à la médiation, ouvrir au rôle social d'un musée, ces publics qui ont été ébranlés à la suite de la crise sanitaire? Christelle Crève posait la question, nos institutions sont-elles accueillantes pour tous nos concitoyens? Et Sylvain Amic, quelques minutes après, disait, séparer les domaines, c'est séparer les publics. Alors, faisons-nous les musées pour leur public captif par spécialité? Lors de nos journées croisées Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 2 ans, Patrick Absalon à Abbeville parlait de ces groupes témoins et qui étaient des expériences assez exceptionnelles avec des demandeurs d'emploi ou des cadres supérieurs. Et puis la question du cartel et la constitution des groupes a été très bien illustrée cet après-midi par Alice Fleury lors de l'exemple de l'art religieux à Lille et l'importance de recroiser les relectures pour élaborer une médiation. Alors donc, travaille-t-on pour les publics déjà acquis des musées? Ces enquêtes de public que nous menons souvent ne sont-elles pas bien souvent que des enquêtes de satisfaction des publics qui viennent déjà? Et comment va-t-on chercher les non-publics? Comment les interroge-t-on? Et évidemment, revisiter le parcours d'un musée, ça peut être quelque chose de très intéressant pour les rares institutions qui ont des fréquentations élevées ou très élevées, mais quid des centaines et centaines de musées accueillant chaque année seulement quelques milliers ou au mieux quelques dizaines de milliers de visiteurs? Ce décloisonnement interrogé aujourd'hui n'est-il pas un axe possible, utile pour s'ouvrir vers d'autres publics? Et dans ce monde qui a peu de mémoire, à quel point on le mesure dans l'actualité
de ces dernières semaines. Les conférences de ce matin avec Sébastien Quéquet autour de François Maté, de Pierre, et je pense surtout à Pierre Gaudibert dans sa dimension d'éducation populaire, sont tellement inspirants pour aller chercher d'autres modes de partage pour aller à la rencontre des publics. Et je pense au travail que mène aujourd'hui Fanny Roilette à Retournac à travers les rencontres, l'implication d'associations populaires ou la façon dont Laurent Rizzo à Saint-Flour va utiliser son chantier des collections qu'il va mener devant le public pour là aussi aller chercher des associations locales pour reconstruire une programmation culturelle autour d'un chantier des collections. Alors, puisque ces questions de décloisonnement interrogent nos musées et leurs compartiments sur leur fondement, voyons comment aussi certains dogmes sont ébranlés actuellement. Les canicules de 2022 et 2023 sont des faibles avertissements d'un horizon plus qu'incertain qui nous ont amenés à nous interroger très vite, et c'est bien, et les réponses apportées notamment par les sections ICOM, le service des musées de France, le C2RMF nous amènent aujourd'hui à bousculer certains dogmes absolus et que l'on pensait jusqu'à présent intouchables de nos musées. Les normes climatiques, c'était quelque chose de visiblement absolument intangible. Et pourtant, nous sommes en train de les remettre en cause et de manière forte. Alors, sur ces interrogations des dogmes, on réinterroge aussi le dogme de la partition entre parcours permanent et parcours temporaire. Et là aussi, on va retrouver, quand on pose ces questions, certaines figures pionnières dans ces vastes expérimentations dans le domaine du musée dauphinois, des arts et traditions populaires ou des musées textiles qui, évidemment, avec les apports de la recherche en conservation préventive, ont été amenés à revoir aussi la question de ce qu'est une exposition permanente quand on doit en changer les contenus très régulièrement. Ces questions-là, de s'interroger, on voit ces questions monter et beaucoup de collègues nous interrogent et attendent de nous des réponses sur la mise en place plutôt de parcours, de parcours semi-permanents. Nous amène à attirer l'attention de nos collègues en établissement sur la façon dont ils vont interroger le redéploiement de l'énergie, de leurs moyens et de leurs ressources humaines. C'est une de nos responsabilités de les amener à s'interroger là-dessus et à voir s'ils sont en capacité de se donner le temps de la recherche, qui peut paraître préférable à l'enchaînement sans fin des expositions temporaires, mais qui ne va pas forcément répondre aux injonctions de leur tutelle. Et quels sont les moyens techniques? Et est-ce que les scénographes et muséographes professionnels sont prêts à accompagner cette demande forte de rupture du parcours permanent? Le décloisonnement des collections, la remise à plat de certains principes interroge également la question de l'hybridation des fonctions. On pense au Centre d'interprétation de l'architecture et des patrimoines, les SIAP des pays d'art et d'histoire, les offices de tourisme, les bibliothèques, les lieux de pratique amateurs, les résidences artistiques, etc. Cette hybridation est probablement un avenir pour certains musées, notamment en ruralité, mais aussi en ville, en contexte urbain, qui s'ouvre à d'autres fonctions, comme les médiathèques se sont ouvertes, elles, avec succès, il y a déjà plusieurs décennies. Et nous pouvons nous féliciter, les conseillers musées, mais pas que nous, que cette question de l'hybridation soit le sujet d'une approche transversale de la DIRI, la direction de l'inspection, de la recherche et de l'innovation, de la direction générale des patrimoines. Bref, à l'heure de ces évolutions nécessaires pour un musée du XXIe siècle, il n'y a pas de vérité. Et chaque approche, si elle est bien construite et bien étayée, est juste. Estelle soulignait tout à l'heure l'humilité de nos collègues dans leur démarche et elle est effectivement salutaire. Et notre rôle de conseiller, c'est évidemment d'accompagner à notre niveau sur le terrain et par différents moyens financiers et humains cette diversité de démarches et de les encourager. Merci. Merci Bruno pour ce magnifique propos conclusif qui ouvre finalement énormément de portes pour la suite de nos travaux. Je reprends ton expression, c'est vraiment un collectif qui est là,
qui est à l'œuvre. Et je crois que le thème posé pour ce webinaire a répondu à un certain nombre de questions, mais aussi de besoins très concrets des collègues en musée. J'ai trouvé que les échanges étaient extrêmement stimulants et tu as eu cette habilité de pouvoir les résumer dans leur, je dirais, trait plus saillant. Donc, bravo pour cet exercice bien complexe. Et alors, je ne serai pas plus longue, si ce n'est signaler que, comme annoncé en début de journée, vous pourrez retrouver l'intégralité de nos échanges à la rentrée sur le site de la FEMS, que nous remercions pour ce travail et cette mise à disposition. J'en profite pour remercier la FEMS, son président, mais aussi son permanent François Dossin, qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, mais qui a aussi beaucoup œuvré pour la réussite de cette journée. Je voulais également adresser mes remerciements à toutes les conservatrices du bureau de l'animation scientifique et des réseaux, ainsi que la chef de bureau, Geneviève Gasquel, qui était un peu discrète, on va dire, parce qu'elle s'occupait avec Camille Chenet de tous les aspects logistiques de cette journée, et qui a été aussi partie prenante et entière de la réussite de ce moment. Et vous savez à quel point la logistique est essentielle pour que la journée touche à son terme dans les meilleures conditions. Donc, merci à toute l'équipe du BSR. Je voulais aussi, bien entendu, remercier Anne Dresson, à la fois pour la qualité de ses interventions, de ses introductions, et pour toute la matière qu'elle a pu mettre à disposition au fil de nos échanges. Je voulais aussi indiquer que nous avons eu une belle participation, puisqu'au plus fort des échanges de la journée, nous étions près de 200. Donc le terme de collectif, Bruno, tu vois, est complètement justifié, au cas où on aurait pu en douter. Et je voulais encore remercier l'ensemble des intervenants, puisque nous avions bien conscience qu'en positionnant ce webinaire début juillet, il était bien complexe de se rendre disponible, et on a senti que chacun avait beaucoup d'enthousiasme en fait à alimenter les discussions au fil de cette journée. Donc c'est un succès, je crois, collectif qui nous encourage à pousser nos réflexions encore plus loin. Et à ce propos, je voulais indiquer, la FEMS très régulièrement donne rendez-vous, pas seulement à ses adhérents, donne rendez-vous à l'occasion des jeudis de la FEMS sur différents sujets, souvent novateurs, qui ouvrent là encore des portes. Et donc, je vous encourage très vivement à les suivre. Ceux que j'ai pu écouter m'ont toujours beaucoup enthousiasmé. Et alors que nous sommes un soir de vacances scolaires et d'inauguration de grandes vacances, je tenais à vous souhaiter, au nom de tous les organisateurs, un excellent été, et nous aurons grand plaisir à poursuivre les échanges sans plus tarder à la rentrée. Merci beaucoup.